Premier épisode du mois de février, c'est le 154e que nous vous proposons. Les technos sont de retour. Et les technos, cette semaine, c'est de ce côté-ci. Bruno, salut Bruno. Salut. Et de ce côté-là, nous avons Sébastien dit le frisé. Bonjour. Je tiens à le rappeler, qui, on l'espère, va garder sa voix jusqu'à la fin de ce 554e épisode. C'est un petit peu, un petit tour en plus, donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Quelques petits messages avant de débuter, si vous le voulez bien. Tout d'abord, on arrive à la fin tout doucement de notre sondage. Vous savez, début janvier, on a lancé un petit sondage sur notre site internet lestechno.be/sondage. C'est le dernier appel que je vous fais. N'hésitez pas à aller compléter ce sondage. Ça ne prend pas plus d'une minute, à mon avis, et encore en traînant. On va clôturer ce sondage très rapidement dans le courant de la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à aller le remplir si vous ne l'avez pas encore fait, évidemment, et on vous donnera les résultats de tout cela d'ici quelques jours, quelques semaines plutôt, dans le courant du mois de février. Merci également à ceux qui nous font des pouces vers le haut sur YouTube, des étoiles sur iTunes et autres plateformes de podcasting. Merci de nous soutenir, ça nous fait toujours plaisir. Continuez, n'hésitez pas. C'est un petit peu notre rémunération à nous, hein. Ça nous permet également d'être un peu plus visible, et donc on est plus nombreux à se rencontrer chaque semaine. Et comme ça nous fait une plus grande communauté, et donc plus d'échanges en commentaires et d'autres manières, etc. Des commentaires comme par exemple celui d'Antoine, si vous voulez bien, puisque on a du courrier des auditeurs cette semaine, courrier auquel j'ai pas pu répondre parce que, en l'occurrence ici, c'était juste par notre page contact sur le site des technos. Ça n'appelait pas beaucoup de réponses d'ailleurs, mais je tenais quand même à signaler ce message d'Antoine. Bonjour à toute l'équipe. Merci pour votre podcast qui est super à écouter. Merci à toi. Je suis tombé sur ce projet, tablette do it yourself en open source, et je me suis dit que ça pourrait intéresser d'autres auditeurs, et donc on passe le message. Effectivement, ça s'appelle Diskiopi.com. C'est sur base de Raspberry Pi, en tout cas c'est compatible Raspberry Pi. J'ai un petit peu regardé le site internet, mais vous irez vous-même jeter un petit coup d'œil. Diskiopi.com. S'il y en a une de ces tablettes qui nous passe sous la main, ou si l'un des technos a envie de se jeter dans l'aventure de la tablette fabriquée maison, hein, on n'hésitera pas à en reparler, évidemment. On peut entamer, si vous le voulez bien, notre abécédaire de la semaine, notre revue de presse technologique telle que ces deux lascars l'ont perçu. En tout cas, on va pas pouvoir parler de tout, on va parler essentiellement de ce qui les a intéressés, eux, durant toute cette semaine. On commence avec la lettre A comme autonome, Bruno, et on va parler de voiture, je pense, hein, puisque c'est Ford qui pense à une voiture de police très particulière, très futuriste, un truc qu'on aurait pu voir dans une série télévisée policière, voilà, pour les jeunes. Robocop. Ouais, c'est un peu Robocop, quoi, c'est ça. Voilà. Ouais, les jeunes le connaissent parce qu'ils ont refait le film, donc. Oui, c'est ça. Parce que nous, on connaît l'original. L'original, ouais. L'original. Mais oui, en fait, ils ont déposé un brevet, donc sur un véhicule autonome, mais donc dans ce cas-ci, donc un véhicule de police qui serait destiné à arrêter les voitures en infraction de vitesse, surtout. Il est assez détaillé comme brevet apparemment. D'ailleurs, mettre un brevet sur ce genre de procédé, c'est quand même toujours très osé, moyen de le détourner. Ça ressemble un peu à de la com, hein, aussi. Oui, c'est un peu de la com, ça c'est clair, hein, ça c'est Ford. Donc, mais pourquoi pas. Donc on a tout ce qu'il faut maintenant pour le réaliser finalement, ou presque. On a les voitures autonomes, on a l'intelligence artificielle qui permettrait de régler des cas un peu douteux, d'analyser un peu la situation, de permettre à la voiture, par exemple, de se cacher, de faire fonction de radar, et puis de suivre une autre bagnole, et éventuellement même, et ça c'est ce que le brevet a un peu induit, qu'il y ait une communication entre les véhicules à un certain moment, et que la voiture autonome de police pourrait bloquer la conduite de l'autre voiture de manière sécurisée. Donc, ça pose bien sûr pas mal de problèmes, mais bon, ce n'est qu'un brevet, ce n'est que de la com
Éventuellement. Moi, je me pose juste la question, pourquoi une voiture? On peut prendre n'importe quoi, un drone. D'ailleurs, on n'a besoin de rien du tout. On a des caméras. On aurait accès au système de la voiture de toute façon et on empêche toutes les infractions. Oui. Mais ça ne pourra jamais être le cas. Sinon, à quoi bon avoir une voiture, à quoi bon conduire si on est limité? Autant prendre les transports en commun. Oui, ça devient les transports en commun, finalement. Ceci dit, Ford fabrique pas de caméras, fabrique des voitures, donc c'était assez logique qu'ils se lancent dans ce type de produit. C'est vrai que c'est un petit peu... voilà, c'est un scénario de film, et encore de pas très bon film de science-fiction, j'ai envie de dire, parce que voilà, je sais pas pourquoi ils font ça, mais je pense que c'est effectivement pour faire parler d'eux, pour dire nous aussi on est sur la balle, et nous aussi on va faire des véhicules utilitaires peut-être, mais ciblés pour les forces de l'ordre, voilà. Pourquoi pas? Mais fait est que c'est réalisable ou presque réalisable en ce moment. Donc en fait, le message à comprendre, c'est qu'on a, sans vraiment s'en rendre compte, on est arrivé à un point où on peut réaliser de la science-fiction qu'on a vue il y a une vingtaine d'années. Oui. Mais quasi vraiment sans s'en rendre compte, avec toute l'intelligence artificielle, tout le deep learning, tous les capteurs, tous ces petits éléments mis bout à bout. Oui. Font qu'on peut réaliser ce genre de choses de nos jours. Est-ce que Sébastien y croit? Je le sentais dubitatif, c'est pour ça que je l'apostrophe. Il n'y croit pas trop. Hein. Non, mais enfin voilà, effectivement, je partage le point de vue. C'est pourquoi faire? On peut faire ça avec des drones, on peut faire ça. Et puis surtout, c'est un peu anachronique parce que pourquoi faire des voitures autonomes pour contrôler les excès de vitesse quand bientôt il n'y aura plus que des voitures autonomes sur la route c'est ça. Qui n'auront pas besoin d'être contrôlées pour la vitesse puisqu'elles rouleront toutes seules. Oui, et alors en plus de ça, avec cette idée de pouvoir les bloquer mais électroniquement, donc on peut les bloquer électroniquement, on peut les brider, on peut les empêcher de dépasser la vitesse d'office. Ça risque de pas plaire au monde, hein, ça, soyons clairs. Mais dire voilà, dès que tu arrives dans une zone 70, automatiquement toutes les voitures ont leur vitesse plafonnée à 70. On pourrait l'imaginer par exemple. Ça c'est voilà. Et plus besoin de voitures de police pour courir après, puisqu'il n'y aura pas d'excès de vitesse. Donc, voilà. Le plus grand ou le seul facteur d'accident, c'est l'être humain. Donc, au moment où on va éliminer l'être humain dans la conduite, il n'y aura plus d'accident. En fait, c'est ça le problème. C'est marrant, c'est justement ce que me disait une intelligence artificielle l'autre jour. Le plus grand problème, c'est l'être humain. Justement, à propos d'intelligence artificielle, ça nous permet d'aborder la lettre B. B comme bras droit, parce qu'une intelligence artificielle, Bruno, ça peut être aussi un bras droit. Voilà, en fait, c'est le PDG de Salesforce. Salesforce, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je pense que ceux qui sont un peu IT savent que Salesforce, c'est la plus grande boîte cloud qui fournit surtout des services cloud et un gros CRM pour gérer des clients qui sont cotés à la bourse. Voilà, ils font si ma mémoire ne joue pas de défaut, je pense qu'ils font 61 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires, donc c'est quand même un gros truc. Mais le PDG, lui, il a un bras droit, mais c'est pas un bras droit humain, c'est une intelligence artificielle. C'est super. Et il lui a donné un nom, c'est Einstein. Donc, ce qui est assez marrant, en fait, moi je prends que les sujets qui pourraient être à la dernière lettre de l'alphabet, de notre alphabet, mais donc cette intelligence artificielle a un siège quand il y a un conseil. Il a donné accès à tous les documents de la société, tous les documents d'années en arrière à cette intelligence artificielle qui se nourrit en permanence de toutes ces données-là et de tout ce qui se dit dans la société. Donc rien n'est secret pour l'intelligence artificielle et ça lui donne un rôle important de conseiller et d'analyste finalement, parce qu'il va pouvoir tirer des conclusions, des schémas d'années et d'années de données qu'un être humain ne peut pas le faire en peu de temps comme ça. Et donc il a expliqué dans une conférence que un jour ou l'autre, chaque être humain, même à un poste très élevé, risque d'être simplement épaulé, voire évincé par une intelligence artificielle qui aura beaucoup plus de savoir qu'une personne humaine. Et lui
utilise déjà depuis 1 an, pose souvent des questions. Et il a avoué qu'à chaque fois qu'il lui posait une question pertinente, il avait une réponse étonnante et qui a donné un autre point de vue que tous ses collaborateurs n'ont pas donné. Donc, c'est quand même, à nouveau, on arrive à un moment où, avec le deep learning, avec toutes les données qu'on peut donner à une intelligence artificielle, dans un domaine bien précis, hein, bien entendu, on peut avoir quand même des résultats dépassant l'être humain. Et c'est ça qui est un peu c'est un peu flippant, parce que c'est ça, parce qu'on retire l'être humain de l'équation. C'est plus qu'une machine, quelque part, qui trouve des solutions, mais pour des êtres humains. C'est quelque part, c'est les décisions qui seront prises à la tête de cette entreprise induiront des modifications dans les structures de l'entreprise, et donc c'est éminemment humain aussi. Donc on peut se poser des questions de savoir si cette intelligence artificielle va en tenir compte ou pas. Je voyais Sébastien faire la moue. Oui, non, parce que pour l'instant, il n'est pas question de supprimer l'humain de l'équation. C'est un avis consultatif, c'est un avis en plus qui donne peut-être une vision un peu plus objective des choses et qui enlève le facteur émotionnel pour l'avis qui est donné par la machine. Oui. Mais après, tout ça est, j'imagine, très intégré par... C'est son bras droit, c'est pas sa tête. Donc, il va sûrement intégrer ça avec sa propre opinion, avec d'autres opinions. Voilà, c'est notre intelligence artificielle, c'est Sébastien, et de temps en temps il lag. Mais on a bien compris ce que tu voulais nous dire. Enfin, je pense. Ouais, mais non. Bruno n'est pas convaincu. Ouais, mais non, parce qu'en fait, il explique qu'il a eu un cas de figure vraiment déjà assez flippant. C'est que un de ses collaborateurs essayait de se justifier sur un certain projet. Et l'intelligence artificielle a prouvé que le projet allait se casser la gueule et qu'il pouvait jamais réussir ce projet-là. Donc l'être humain a essayé de se justifier, il n'a pas réussi. Ben, finalement, après, le PDG a quand même suivi l'avis de l'intelligence artificielle, alors que lui n'avait pas cet avis-là. Donc, pour vous montrer que voilà, mais c'était tout à fait justifié parce que l'intelligence artificielle avait les arguments et contre-argumentait en direct avec cet employé qui essayait un peu de contrecarrer les plans de l'intelligence artificielle. Voilà. Quand on parle de restructuration dans les entreprises avec des licenciements, etc., on en parle encore pour l'instant régulièrement dans l'actualité. On peut aussi se poser la question de savoir si l'intelligence artificielle n'aura peut-être pas la main plus lourde qu'à l'être humain, quelque part aussi, dans certains cas de figure. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Mais peut-être est-ce la bonne solution pour l'entreprise, par contre. Large débat, on n'a pas fini d'en parler, à mon avis, et c'est tant mieux comme ça, parce que ça nous passionne, et donc, voilà. Sébastien. Il y a quand même un autre truc qu'il faut souligner aussi, c'est que dans l'autre sens, on n'est pas déjà à l'abri dans les modes de décision actuels, des décisions qui sont prises sans tenir compte de toutes les données. Je vais prendre un exemple tout simple. Tout ce qui est trading, il y a souvent des décisions financières et d'organisation d'entreprise qui sont prises sans tenir compte de tous les facteurs humains, et la machine aura cela de supérieur sur l'homme, qu'elle pourra intégrer plus de données que n'importe quel opérateur humain, et donc pourra aussi intégrer des choses auxquelles nous on penserait pas. Donc pour moi ça va dans les deux sens, quoi. C'était pas juste mathématique, ça aussi, hein. Ça va peut-être plus loin, cette intelligence artificielle, on peut l'espérer, hein. Va un petit peu plus loin que simplement de dire c'est 1 plus 1 égale 2, et si je retire 1, il reste 1, c'est bon, et passerons à la suite. Ça, en tout cas, on espère que ce soit moins bête que ça, en l'occurrence. On était à la lettre B comme bras droit, on passe à la lettre C comme crypto-monnaie. Oui, parce que cette semaine, contrairement aux 2 semaines passées, nous allons parler un tout petit peu crypto-monnaie, Sébastien, avec 3 informations. Je lui donne directement la couleur, hein. Comme ça, personne ne s'énerve. On commence avec 430 millions d'euros en NEM. C'est quoi des NEM? Ça se mange? Alors, effectivement, je préviens, j'ai essayé de regrouper un petit peu les news crypto-monnaies en un seul petit dossier. Voilà. Donc, on va aller assez vite dessus, mais c'est quand même assez important pour tous ceux qui suivent cette actualité, parce qu'il y a eu 3 événements coup sur coup, là, sur quelques jours, qui ont un impact assez important. Donc, effectivement, d'abord, il y a eu une histoire au Japon. Alors, au Japon, les NEM, faut pas chercher à faire des blagues là-dessus, etc. Non, mais c'est la question que les gens, tu vois, le néophyte, il tombe là-dessus et dit: comment 430 millions d'euros de NEM? C'est énorme. Ça en fait un paquet, quoi.
T'as vu l'indigestion, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, un NEM, ça veut dire quoi? C'est un acronyme pour New Economy Movement. D'accord. C'était un petit acronyme malin, j'imagine. Et c'est quoi les NEM? C'est tout simplement une autre crypto-monnaie assez connue et réputée au Japon. Ça a été créé en 2015 en Indonésie, donc ça vient pas du Japon, mais c'est beaucoup tradé au Japon, et notamment dans une plateforme d'échange qui s'appelle CoinCheck. Donc c'est les plateformes d'échange, pour rappel, ce sont ces sites web où on peut acheter et vendre des crypto-monnaies contre des monnaies fiat, et donc là en l'occurrence contre des yens. Ouais. Et là, malheureusement, cette plateforme, comme ça s'est déjà produit par le passé à d'autres occasions, s'est fait hacker, c'est-à-dire que sa base de données a été attaquée, et donc des clés privées ont été récupérées, et donc il y a 430 millions d'euros de NEM qui ont disparu. Tout bonnement et simplement. Dans la nature, et qu'on ne récupérera sans doute jamais. Alors, ils disent qu'ils ont des pistes, que apparemment ils pourraient en récupérer au moins une partie, et de toute façon qu'ils vont essayer de rembourser sur leurs fonds propres ceux qui ont été lésés. Mais bon, n'empêche que 430 millions, on est encore au-dessus du dernier gros scandale qu'il y a eu du même type sur Bitcoin en 2014 avec Mongox. Donc là, on est encore au-delà de ça. Donc de fait, ça a été un gros choc, et ça a eu un impact non négligeable sur le cours du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Oui, parce que ça fait pas une bonne pub, c'est pas une bonne presse pour les crypto-monnaies, soyons clairs. Alors je connaissais les Ethers, par contre les Tethers, ça je ne savais pas ce que c'était, et j'ai vu, comme toi j'imagine, dans l'actualité, que les États-Unis enquêtaient de très près sur cette nouvelle crypto-monnaie. Alors, le Tether, ne pas confondre avec l'Ether, c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Et donc, le Tether, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie qui a cette particularité, c'est ce qu'on appelle une pièce stable, c'est-à-dire c'est une crypto-monnaie dont la valeur est indexée sur la valeur d'une monnaie fiat, et en l'occurrence du dollar US. D'accord. Et donc, c'est une crypto-monnaie qui s'échange sur une blockchain, etc., mais dont, encore une fois, la valeur est indexée. Ce qui veut dire que la société qui est responsable de cette crypto-monnaie-là doit tenir un certain stock de dollars US équivalent à la valeur en circulation pour pouvoir garantir finalement la valeur de cette monnaie et garantir ce taux 1-1 avec le dollar US. Ouais. Et il se trouve qu'ils ont eu quelques soucis ces derniers mois. Alors ils ont déjà eu un petit hack où ils se sont fait piquer 31 millions, je crois, de dollars il y a quelques mois de ça. Et là, ce coup-ci, ça fait plusieurs mois maintenant qu'il y a des doutes, qu'ils ont, que certains suspectent le fait qu'ils pourraient ne pas avoir autant de dollars US que de Tether en circulation. Ce qui serait évidemment très dangereux pour l'indexation et le principe même de ce token-là, sachant qu'il y a à peu près pour 2 milliards d'euros, 2 milliards de dollars en circulation, donc il devrait avoir 2 milliards de dollars en banque. C'est voilà. Faut y aller, quoi. Faut y aller. Et donc on les soupçonne de pas maintenir ce montant en réserve. Et c'est assez dangereux parce qu'en fait ce token-là, faut savoir que c'est utilisé, alors notamment par une place d'échange qui s'appelle Bitfinex, qui est déjà assez conséquente, mais en fait ils utilisent ça entre plusieurs places d'échange pour se faire des échanges entre eux en dollars US sans passer par des banques. Puisque comme c'est une crypto-monnaie, du coup ils peuvent se faire des virements directement les uns aux autres sans passer par des banques, sachant que les banques sont particulièrement réticentes à maintenir des comptes en banque pour des sociétés qui manipulent des crypto-monnaies à cause de tous les risques affiliés. Donc là, si effectivement cette rumeur se vérifie, alors là, ce qui se passe, c'est que maintenant le gouvernement américain et notamment la Commodity Futures Trading Commission, la CFTC, les a convoqués, assignés à comparaître pour une enquête là-dessus. Et si maintenant les soupçons sont vérifiés, ça va avoir un impact assez important sur Bitfinex et sur pas mal de places d'échange qui utilisent massivement le token USDT, donc le Tether. Donc là, il va falloir suivre ça d'assez près, c'est assez inquiétant en fait. Ok. Et puis pour terminer, avec les crypto-monnaies, Facebook qui est un petit peu en désamour avec les crypto-monnaies de manière générale, finit les pubs pour les ICO apparemment. Voilà, donc là, ils ont publié une nouvelle politique de publicité dans laquelle ils interdisent explicitement toutes les pubs concernant les crypto-monnaies, ce qu'on appelle les options binaires, c'est-à-dire en gros les paris sur la valeur des crypto-monnaies, et les ICO, donc ces levées de fonds participatives sur la blockchain.
Et la raison invoquée pour ça, c'est de dire que oui, c'est des instruments intéressants et c'est des technologies intéressantes, mais beaucoup d'opérateurs de ces moyens-là et donc de diffuseurs de ces publicités-là n'opèrent pas tout à fait de bonne foi. Alors bon, c'est un petit peu discutable parce que voilà, les pubs Facebook, il n'y a pas que des ICO qui sont de mauvaise foi. Hein. Les pubs Facebook pourries, il y en a un paquet. Mais bon, là, ça les a particulièrement inquiétés et donc ils ont décidé d'interdire ça tout bonnement et simplement. Alors là aussi, ça va avoir un impact non négligeable, notamment sur les ICO, parce que les pubs Facebook sont un moyen très très populaire et très utilisé pour diffuser une levée de fonds et donc pour acquérir plus d'investisseurs dans le pipe. Donc ça va faire mal de ce côté-là et donc ça va avoir un impact non négligeable. Sur les crypto-monnaies, je sais pas, mais en tout cas sur les tokens et donc sur les levées de fonds, ça va pas être négligeable quand même. Ceci étant dit, pour avoir fait l'expérience nous-mêmes avec ce podcast, puisque c'est un podcast, mais c'est aussi un site, on a énormément, comme par hasard, parce qu'on parle de crypto-monnaies, alors évidemment, l'occasion fait le larron, on se retrouve avec du bannering concernant des crypto-monnaies diverses et variées, des levées de fonds diverses et variées, etc. On en a énormément sur notre site de manière générale. Et puis, moi j'en vois beaucoup aussi qui sont bloqués dans les commentaires sur YouTube, qui sont considérés comme du spam parce que c'en est, du spam en l'occurrence, de gens qui viennent se coller à du contenu à nous qui est voilà ce qu'on vient de faire là par exemple, et qui profitent de cette opportunité pour venir alors de temps en temps c'est juste le lien de parrainage comme certains ICO en proposent, de dire voilà vous ouvrez un compte, vous partagez le lien et on vous crédite de X%, plutôt X 0,000% de quelque chose. Et donc, c'est une opportunité d'essayer de faire un petit peu de mousse. Bon, voilà. Donc, j'imagine, quelque part, que plutôt que de contrôler un par un tous ces annonceurs, quelque part, ils préfèrent prendre les devants et dire « Stop, on va en rester là, passons à autre chose ». Non ? C'est pas ça ? Alors, sachant qu'effectivement, pour l'instant, ils ont dit qu'ils interdisaient purement et simplement, que du coup, la réglementation était un petit peu drastique, mais que ils travaillaient déjà sur des mécaniques de détection un petit peu plus fines, et donc ils excluent pas ensuite de réautoriser certaines publicités du moment qu'ils arrivent à détecter qu'elles sont pas frauduleuses. Comme voilà, il y a eu beaucoup d'histoires ces derniers temps avec BitConnect, par exemple, qui était une pyramide de Ponzi manifeste et qui a fait perdre beaucoup d'argent à pas mal de gens. Donc ces trucs-là, ils vont essayer de les détecter un peu plus finement. Et comme on a pu le voir, tu as refrisé, mais c'est pas grave, on a encore compris. Voilà. Ça passe juste, les phonèmes passent juste au bon moment, c'est une bonne chose. On en arrive à la lettre E comme Elon Musk. Sébastien, on reste chez toi d'ailleurs pour parler d'Elon Musk qui a vendu tous ses lance-flammes. Il avait des lance-flammes, il les a vendus, c'est bon. Alors ça c'est vraiment c'est Elon Musk dans toute sa splendeur quoi. J'adore ce type. Donc Elon Musk, pour rappel, c'est le fondateur de SpaceX et de Tesla, deux sociétés déjà gigantesques. Quand on conseille des entrepreneurs, on leur dit toujours focalisez-vous sur une seule entreprise. Lui, il en a fait deux, mais en plus pas des petites. Non. Mais il s'est pas arrêté là en plus, le bougre, parce qu'il y a des idées, il en a tout le temps, et donc il essaye toujours des nouveaux trucs. Et il y a quelques mois de ça, maintenant, il a fondé la Boring Company, donc la société qui creuse. Ah, là par contre, on comprend plus rien, donc on va te demander de répéter voilà. The Boring Company. Vas-y. Voilà, donc la société qui creuse. Boring, c'est à la fois ennuyeux et qui creuse. Oui, voilà le petit jeu de mots. Voilà. Et elle creuse quoi ? Elle creuse des tunnels sous les grandes villes pour essayer de faire des tunnels, notamment pour le Hyperloop et pour des systèmes de routes à haute vitesse. Et donc voilà, c'est un nouveau projet dans lequel il s'est lancé il y a quelques mois de ça. Et pour financer un petit peu certains projets de ces sociétés-là, il s'était mis à vendre des casquettes. Des casquettes de Boring Company. Des casquettes à $20, tout ce qui est plus classique. Et il avait lancé un défi sur les réseaux sociaux en disant qu'à partir du moment où ils en auraient vendu 50 000, ils pourraient aussi vendre un lance-flamme. Et tout le monde s'était dit mais c'est une blague. Enfin, voilà. Et sauf que évidemment les 50 000 casquettes, il les a vendues. Oui, très vite d'ailleurs. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Le prototype du lance-flamme. À $600, s'il vous plaît. Alors maintenant, ça c'était les premières images qui ont circulé. Maintenant les précommandes étaient à $500 en fait. Il en a mis 20 000 en circulation, 20 000 en prévente. Les préventes ont commencé le 29 janvier. Aujourd'hui, tout est vendu.
Il va devoir livrer maintenant. Mais comment on le connaît? Les premières livraisons sont prévues au printemps. Et ça a chauffé. Ah oui, c'est ça. Et mine de rien, avec ça fait 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Bon, alors après, il faut les fabriquer, les machins, mais apparemment, c'est juste un fusil, comment on appelle ça, c'est des fusils jouets comme ça qui ont été trafiqués et réadaptés. Donc ça n'a pas l'air de coûter des milliers des cents non plus. Et petite subtilité, c'est livré avec un extincteur. C'est rigolo. Non, ouais, ce type est complètement fou, mais en même temps, il a trouvé le moyen de faire des levées de fonds sans faire de levée de fonds. Quelque part, parce qu'il offre quelque chose quand même. C'est quand même très particulier. On reparlera d'Elon Musk dans ce podcast un petit peu plus tard. Vous l'entendrez encore. On passe à la lettre F. F comme Firefox, Bruno, puisque Firefox va proposer des contenus sponsorisés, mais dans les onglets, si j'ai bien compris. Oui, je vais me faire des ennemis parce qu'il y a des fans de Firefox et de l'open source, bien entendu. Ben, nous aussi, on aime l'open source. Oui. Firefox, on l'aime aussi. Certains d'entre nous l'utilisent. Oui. D'autres sont passés plutôt chez Chrome ou Chromium, qui, eux, décident un peu de faire la guerre plutôt aux publicités. Et Mozilla, donc la fondation qui est derrière Firefox, eux, ils ont racheté en février 2017 une société qui s'appelle Pocket. Et Pocket, en fait, c'est un outil qui permet de sauvegarder les articles pour les relire plus tard, en fait. Hein. Oui. Mais aussi, ils font des propositions de sites et d'articles. Et en fait, ils utilisent ce système-là. Ils veulent utiliser ce système-là pour proposer des publicités. D'accord. Dans des onglets séparés. Donc, pas tous les onglets, mais de temps en temps, il y aurait des onglets sponsorisés qui apparaîtraient pour financer un petit peu la fondation, hein, parce que les seuls revenus que Mozilla a, finalement, c'est dû au fait que le moteur de recherche Google est installé par défaut sur Firefox. Donc Google paye ça assez rondement, mais il cherche d'autres moyens de financer tout ça. Il précise que ça peut être désactivé, ça pourrait être désactivé, ce n'est qu'un projet pour l'instant. Ils veulent tester un peu la réaction du public, mais je pense le public sera pas très content de ça. Après, il faut encore utiliser cette fonctionnalité-là pour voir apparaître ces contenus-là. C'est une méthode pour supporter cette fondation-là aussi. Certains se diront cela. Il y a peut-être d'autres moyens plutôt que d'imposer ou de vouloir réinsérer de la publicité là où elle a tendance à disparaître avec tous les plugins qui enlèvent les publicités des sites. Ils veulent les mettre par un autre biais. Donc je sais pas si ça va plaire à la communauté. Faut voir jusqu'à quel point ça va être invasif. Si c'est juste un onglet qui s'ouvre parmi tous ceux qu'on a déjà au-dessus de la fenêtre, bon, bah, après, chacun est libre de cliquer sur l'onglet pour voir la publicité ou pas. Mais maintenant, si ça s'impose de manière par rapport au contexte, un petit peu comme s'ouvrait avant, rappelez-vous, les fameuses pop-up, ça risque effectivement de ne pas plaire du tout. Il n'y aurait aucun intérêt à ce que ça s'ouvre en fond, parce que le but d'une publicité, c'est qu'elle soit vue. Donc, si elle s'ouvre, ça s'ouvrira en plein écran. Ça pourrait être, tu vois, en fonction du contexte, tu es dans un onglet, tu es sur un site en train de surfer, machin, etc. Et en fonction de ce contexte-là, bien, tu vois l'ouverture d'un second onglet qui va te proposer un contenu qui est lié, en gros, à ce que tu regardais. Ça peut être une proposition, si ça reste à ce niveau-là. Si ça s'impose, là, ça va devenir vraiment très compliqué à gérer pour tout le monde et ça va pas plaire du tout. Ça, soyons très clairs. À suivre, à voir, effectivement. Et c'est vrai que de plus en plus de navigateurs aujourd'hui, Chrome, comme tu l'as dit, mais d'autres aussi, proposent quasiment l'adblocker de série, quoi. J'exagère à peine. Hein. J'ai une petite précision. Ils disent que c'est une fonctionnalité qui pourrait être désactivée. Et que de toute façon, comme c'est open source, tout le monde peut aller voir comment c'est implémenté. Comment c'est codé? Non, pas tout le monde, non. C'est limité quand même à une petite communauté, quoi. Hein, Oui, il faut déjà y aller pour se balader dans des centaines de milliers de lignes de code du navigateur, à mon avis. Hein, donc, Sébastien, peut-être une remarque ou non? Regarde pas très vif. C'était dans un arrêt sur image qui n'était pas à ton avantage, mais c'est pas grave.
Ah, tu dois couper ton micro. Il faut remettre ton micro. Et voilà, c'est déjà mieux. Non, mais effectivement, disons que les soucis techniques aujourd'hui, ça ne va pas plus. Oui, c'est. Donc non, ça me fait penser en fait à cet autre browser qui commence à gagner un petit peu en popularité, qui s'appelle Brave, que je vous encourage à essayer, et qui est on va dire encore que je ramène ma crypto à toutes les sauces, mais voilà, dans Brave, il est possible de faire des micro-paiements, et donc de financer à la fois les sites et la plateforme. Via des micro-paiements en crypto avec un token qui s'appelle le BAT. Donc je vous invite à Brave. D'accord, c'est bien noté. Ceux qui sont passionnés en plus par la blockchain, les crypto-monnaies, etc., s'intéresseront certainement à ça aussi. On peut passer à la lettre H. H comme Harley Davidson. Sébastien et Bruno aussi d'ailleurs, tous deux passionnés de deux roues, et l'un plus peut-être encore de deux roues électriques. Harley Davidson confirme donc sa moto électrique pour 2019. Alors là, je ne sais pas sur quel bouton pousser du coup. C'est qui s'y colle? C'est Seb, d'accord. Alors, pour ceux qui se souviennent du film de Marvel qui s'appelait Avengers Age of Ultron, on y voyait débarquer notre amie Black Widow, la charmante Black Widow, sur une jolie moto qui faisait un bruit assez très futuriste comme ça. Et ben c'était ça, c'était le premier prototype de la Harley Davidson Livewire à l'époque. Qui donc était sorti pour le film, enfin c'était un prototype, une espèce de concept motorcycle, si on veut, qu'ils avaient commencé à tester sur des circuits avec certains testeurs triés sur le volet, et qu'ils avaient commencé à montrer à cette occasion, tout en disant qu'un modèle commercial sortirait peut-être un jour, mais on ne savait pas quand. Et là, ils viennent d'annoncer qu'effectivement, dans les 18 mois, elle devrait être disponible sur le marché, donc d'ici 2019, dans une version évidemment améliorée par rapport au prototype. Et il y a de quoi, parce que bon, le prototype, il faisait du 0 à 100 en moins de 4 secondes, mais c'est pas si impressionnant que ça pour un véhicule aussi léger. C'est même moins bien qu'une moto, on va dire un 800 cm3 équivalent. Et elle avait que 80 km d'autonomie en mode économique. Donc, à mon avis, Black Widow, au bout de 20 bornes, elle était sur le côté de la route. C'était pas possible. Donc, et même si les Harley n'ont jamais un réservoir très gros et donc ont souvent une autonomie assez limitée, même avec de l'essence, là c'était vraiment très limité. Donc le prototype, on l'espère, offrira de meilleures performances. Il faut savoir que Harley Davidson n'est pas en super santé financière en ce moment. Leurs ventes ont chuté en 2017 de 7% environ. Ils ont dû fermer une usine. Il y a des emplois qui ont été perdus, etc. Donc ils parient un petit peu là-dessus pour se relancer. Ils prévoient d'investir entre 25 et 50 millions de dollars par an dans les motos électriques, donc c'est quand même pas négligeable. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir est-ce que les clients vont les suivre, sachant que Harley Davidson, c'est toute une culture, c'est tout un mythe, le mythe du moteur en V qui fait pat. Ah, le moteur de péniche, là. Voilà, exactement, avec la bonne grosse boîte de vitesse qui fait clong, il n'y aura plus. Donc c'est assez couillu, on va dire, c'est assez audacieux de lancer ce genre de changement. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette moto, c'est quand même qu'ils aient passé du temps et de l'énergie à mettre un générateur de bruit, puisqu'une moto qui ne fait pas de bruit, pour tous les motards dans l'assistance, parce que oulala, c'est un petit peu inquiétant. Donc effectivement, même si elle fait un bruit un peu futuriste, s'il y a moyen de se faire entendre quand on arrive, c'est pas plus mal. Parce que ça va faire des Yuki écrasés, sinon. C'est ça. Bruno, levez le doigt. Oui, j'ai déjà un peu suivi cette news avec intérêt parce que c'est quand même mon domaine, vu que je vends une marque concurrente qui elle a des motos qui sont déjà bien là et ont un peu plus d'autonomie, mais apparemment elle est déjà annoncée avec du retard, donc la Harley Davidson, donc ce sera déjà 2020, pas 2019 déjà apparemment, donc on va voir. Et pour parler d'expérience, j'ai pas mal de clients qui viennent voir les motos électriques et des clients qui ont des Harley, et je peux
jurer que c'est impossible à convaincre un conducteur d'Harley-Davidson à rouler, ni serait-ce qu'à essayer une moto électrique. Donc, je ne pense pas que ça va plaire à la clientèle existante. Après, l'idée de Harley-Davidson, c'est de trouver une nouvelle clientèle. Mais cette nouvelle clientèle, est-ce qu'elle voudra se mélanger avec une clientèle qui est complètement à l'opposé et qui va un peu rire au nez de ces nouveaux clients potentiels. Après, oui, la marque a une réputation. Il faut quand même l'établir. Il y a d'autres marques de motos électriques qui sont là depuis bien plus longtemps. Ouais. Donc, je ne sais pas si avec ces quelques dizaines de milliers de dollars, millions de dollars par an qui vont réussir à combler les lacunes technologiques qu'ils ont là-dedans. Hein. Voilà. Je me demande si c'est pas plus difficile à convaincre un fan de la marque Harley de passer à l'électrique que de convaincre un fan de la marque Porsche à passer à l'électrique. Vous voyez, moi je me rappelle, il n'y a pas tellement longtemps, j'étais au salon de l'auto à Bruxelles il y a quelques années et on commençait à parler des véhicules électriques et un vendeur qui tâtait à mon avis un petit peu le terrain avec ses clients privilégiés, lui posait la question de savoir je vous ferai un jour essayer une Porsche électrique et là oh non, surtout pas, vous pouvez la garder, on n'en veut pas, etc. Et je pense que c'est un petit peu le même type de comportement pour le fan de la marque Harley-Davidson qui veut le fameux boum 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 boum, il veut que ça vibre, voilà, ça fait vroom vroom, et si ça fait ça va pas le faire du tout. Je sais pas, Sébastien, tu me rejoins là-dessus, je pense. Oui, tout à fait, mais en même temps, c'est intéressant que tu mentionnes la marque Porsche, parce que Porsche eux-mêmes sont en train effectivement massivement de revoir leur roadmap vers de l'électrique, et même une autre marque qui a encore plus une réputation encore plus forte, Ferrari. Oui. Et des marques comme ça qui s'engagent là-dedans, ils sont bien obligés de s'adapter parce qu'ils savent très bien aussi que, j'ai envie de dire, leur stock de clients actuels, les plus gros fans qui veulent du bruit, qui veulent de la fumée, etc., à un moment donné, ils vont mourir. Ouais. Et la nouvelle génération va les remplacer et eux, ils veulent pas du bruit et des odeurs. Donc voilà, ils vont avoir d'autres choses. C'est compliqué, effectivement. Et en même temps, on voit aussi que Harley-Davidson, en l'occurrence, c'est pas une marque qui, tu le mentionnais, ne se porte pas très très bien. Hein. C'est pas non plus la marque qui fabrique des grandes séries non plus. Hein. Donc quand il y a un nouveau modèle, c'est un événement et chacun a son Harley. Elles sont personnalisées et personnalisables, soit en sortie d'usine, soit par le propriétaire lui-même. Donc c'est quand même un petit peu plus compliqué comme marché, on va dire, l'électrique. J'ai un peu peur, moi, que ce genre de marque n'arrive justement pas, parce qu'elles sont ce qu'elles sont, à se réinventer dans l'électrique. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si Bruno voulait rajouter un truc. Oui, c'est un peu ce qui se passe avec des marques dans l'automobile aussi, hein, qui essayent un peu maintenant, avec la pression qu'ils ont, qui vient de Tesla, de s'engouffrer dans l'électrique. Ouais. Alors que Tesla commence à marcher parce qu'ils ont fait que ça depuis le début. Il y a d'autres marques de motos qui prennent le pas aussi. Il y a Ducati aussi qui va sortir une moto électrique. Donc les grands noms commencent à y penser. Ça a l'avantage qu'on en parle. Et comme ça, les gens prennent cette conscience-là, de toute façon. Tout à fait. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué pour une marque existante de s'adapter à ça, sachant que tous les constructeurs automobiles qui ont essayé de se mettre à l'électrique vous diront que ça n'a rien à voir. Une voiture électrique, c'est pas une voiture, c'est un ordinateur avec des roues. Oui. Et donc ça se conduit pas de la même façon. Exactement. C'est une conduite différente. D'ailleurs, on le voit quand on regarde les Formule E, les Formule 1 électriques, je mets des guillemets à Formule 1, mais c'est un peu le même principe. C'est pas le même public qui regarde ce genre de course. Ça se pilote pas de la même façon. Les règles sont forcément différentes, etc. Ça se regarde en écoutant de la musique électronique en général, parce que ça cadre assez bien avec le principe, parce qu'il n'y a pas de vroom vroom, rien du tout. C'est super calme, c'est super reposant pour les tympans, mais c'est pas la Formule 1 que Monsieur Tout le Monde a apprécié ou apprécie encore regarder à la télé ou sur les circuits. On verra comment ça va se passer, mais je pense que c'est pas les grandes marques comme ça qui vont pouvoir se démarquer dans l'électrique, peut-être dans très longtemps, mais pas tout de suite. En attendant, ça fait des effets d'annonce et on en parle effectivement. Bruno, t'as raison. On passe à la lettre I comme iTunes, on parlait de grandes marques. iTunes, Bruno, 2018, enfin l'année du Big Bang pour ce vénérable iTunes. Big Bang, mais dans quel sens ? Il y a régulièrement des rumeurs qui prédisent la fin d'iTunes, parce qu'iTunes c'est un peu une usine à gaz pour faire beaucoup de choses et n'importe quoi et de manière
pas toujours très joli, pas toujours très ergonomique, mais c'est l'outil fourre-tout d'Apple qui a permis un peu, qui est venu de l'iPod et qui a été transmis au départ, à la... Ils avaient acheté ce produit, hein, je ne sais plus comment il s'appelait. C'était pas eux qui l'ont créé, ils l'ont acheté et ils l'ont un peu de briques et de broc quand ils ont sorti l'iPod. Ils ont un peu bricolé le truc pour qu'il y ait une plateforme de distribution de contenu. Voilà. Voilà, c'était du contenu. Après, c'est devenu des contenus aussi des apps parce qu'ils avaient aucun autre outil, donc ils ont tout intégré, tout mélangé. C'est pas très cohérent tout ça. Faut quand même l'avouer. C'est pas le meilleur produit d'Apple, ça c'est clair. La question est aussi pourquoi avoir un outil où on va télécharger de la musique alors qu'on est en train de passer de plus en plus au streaming, et Apple même aussi. Donc l'idée qui ressurgit régulièrement, c'est que cette app devrait être scindée en différentes parties, ce qui devra arriver à un certain moment ou à un autre où ils vont justement vouloir fusionner un peu les deux mondes de macOS et de iOS et de tvOS, donc tous ces mondes-là. Ils ont déjà un petit peu commencé il y a 2 ou 3 ans, je pense maintenant, avec l'application podcast. Ils ont sorti les podcasts d'iTunes, en tout cas en mobile, pour les mettre dans une application qui est indépendante. Hein. Donc ça, c'est déjà une preuve de split, entre guillemets, des contenus. Ils l'ont fait sur iOS, ils n'ont pas fait sur macOS. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une cohérence entre leur système, c'est qu'ils vont faire ça. Et donc à certains moments, iTunes n'aura plus vraiment de raison d'être parce que la base d'iTunes, c'est le contenu, et le contenu, il sera plus là, il sera streamé, donc il y aura plus iTunes. Donc ça devra à un certain moment passer par là. Et on a déjà vu disparaître un petit peu l'App Store qui est intégré dans iTunes vers sa version web. Et à mon avis, ça va prendre quelques mois pour que cette partie-là va complètement disparaître et qu'elle ne soit plus disponible que sur les téléphones même, enfin sur les tablettes, sur les devices iOS et en preview dans un navigateur sous macOS. Tu voulais rajouter un truc, Sébastien, je pense. Non, c'était déjà le cas. Hein. L'App Store n'est plus du tout dans iTunes, donc maintenant pour installer des applications, on doit passer par le téléphone. Et il n'y a plus d'App Store dans le truc, ce qui est un peu moi qui m'embête un peu parce qu'il faut pas oublier qu'iTunes à la base c'était un outil de synchronisation. Aussi. Donc c'était surtout pour télécharger des trucs sur l'ordinateur et puis ensuite hors ligne de synchroniser tout ça avec son téléphone. Les fameuses bibliothèques. Voilà, c'est ça. Et petite parenthèse, puisqu'on en parle, je tiens à signaler que pour les éditeurs de podcasts, comme nous, par exemple, on a maintenant accès, depuis quelques temps, on a accès à ce qu'on appelle le Podcast Connect, qui nous permettait de pouvoir faire 2-3 modifications sur nos flux. Mais en plus, maintenant, depuis quelques mois, on a accès à une version bêta qui nous donne des statistiques d'audience sur la plateforme. Et en tout cas, sur la plateforme, soyons clairs, uniquement sur les devices iOS et OS X. On n'a pas d'autres chiffres pour Windows, etc. Et ça laisse sous-entendre, entre guillemets, qu'ils vont proposer probablement un de ces jours la monétisation des podcasts, c'est-à-dire la possibilité de faire payer pour certains épisodes ou certains contenus de podcasts, qui était apparemment une demande, en tout cas de la part des podcasteurs américains qui se sont développés beaucoup plus rapidement que chez nous, ça je pense que tout le monde l'a remarqué. Et que donc voilà, ce serait une possibilité pour les podcasteurs, en tout cas aux États-Unis, de rentabiliser leur podcast par le biais de la monétisation, tel que par exemple Audible du côté d'Amazon semble être capable de faire et de le proposer aussi dès maintenant. Donc voilà, fin de la parenthèse. C'est pas pour autant que demain il faudra payer pour écouter les technos. Je tiens à rassurer tout le monde là-dessus. Ça reste gratuit tant que vous mettez des pouces. Bruno, pour conclure. Oui, ça va arriver. À mon avis, ça va en partie arriver cette année, voire début 2019, où iTunes va disparaître. Ça, c'est moi qui le dis. Mais, la boule de cristal de Bruno. La boule de cristal de Bruno. Je vous le dis, j'ai bien nettoyé ma boule. Je vous le dis. Et c'est pour cette année. Allez. Allez, hop. Allez, hop. On verra bien, Bruno. Mais bon, on verra par quoi c'est remplacé. Si c'est pour un mieux, tant mieux. J'ai envie de dire. C'est clair. On passe à la lettre M. M comme Mavic. Ça vous parle sans doute si je dis drone, DJI, etc. Il y a une annonce. Le Mavic Air, Seb.
Gadget. C'est le moment. Il faudrait faire un jingle gadget. Yippee. Si vous aviez dépensé tout votre argent pour Noël, c'était une mauvaise idée. Ah oui, c'est ça. Il fallait garder des sous. Parce que il fallait garder des sous parce que le Mavic Air est dans la place et je vais m'empresser de me le procurer d'une manière ou d'une autre. Quelle particularité par rapport au Mavic normal, par rapport au Spark, par rapport au Mavic Pro? Enfin, il a certainement des spécificités bien spécifiques. Et en même temps pas si spécifique que ça, et c'est ça qui fait sa force. C'est-à-dire que donc bon, DJI, tout le monde connaît les Phantom, ces espèces de gros drones à 1500 € et plus qui font des images magnifiques, mais qui sont plutôt destinés aux professionnels. Ils avaient aussi le Spark, qui était vraiment une espèce de petit jouet très petit, qui shootait en HD et voilà, qui était assez facile à utiliser, mais voilà, qui était vraiment pour un grand public. Ils avaient aussi le Mavic Pro, qui était un petit peu dans une gamme intermédiaire, mais qui était assez petit parce que pliable, et qui lui shootait en 4K. Et là maintenant, ils ont rajouté le Mavic Air entre le Spark et le Mavic Pro, donc qui est tout aussi petit que le Spark, même plus petit parce qu'il est pliable, comme le Pro, et qui shoot en 4K. D'accord. Et donc, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. En 4K, mais à combien d'images par seconde, tu le sais, ça ou... 30, je crois. Je crois que c'est 30 images par seconde. Et on passe en 120 sur du 1080, je crois, sur du HD. Donc les images, les premières images qu'on a vues sont juste assez bluffantes. Il y a juste un tout petit peu moins de saturation que sur le Mavic Pro, mais vraiment un tout petit peu, quoi. À côté de ça, la stabilité du truc est assez hallucinante pour un drone de cette taille-là. Il faut savoir que bien sûr la caméra est montée sur gimbal, donc sur 3 axes, donc elle est hyper stabilisée même mécaniquement. Il y a tout ce qu'on peut trouver d'habitude. Ouais, c'est ça, les fonctionnalités, c'est ce que j'allais dire, le follow me et je trucs comme ça, tout est dedans. Le smart capture pour s'amuser à faire des Jedi mind tricks avec son drone, les prises de vue cinématiques, donc pour faire des plans un petit peu tournants comme ça. Ils ont rajouté un mode sphère, donc on peut prendre aussi des images à 360 degrés pour Google Sphere. Ça reste compatible avec les DJI Goggles, donc on peut aussi le piloter en première personne, ce qui est très sympa puisque le bestiau peut... ça rame de nouveau, hein. On va le refaire peut-être. Donc, voilà. Tu remontes de... Allez, donc, compatible phrase. Voilà, donc compatible avec le DJI Goggles qui permet de le piloter en première personne, ce qui est particulièrement intéressant parce que le bestiau a quand même une vitesse de pointe de 65 km/h. C'est pas mal, hein. C'est pas quand même pas mal. Il a 21 minutes d'autonomie en vol et la version de base, donc avec le package de base qui est déjà assez bien fourni, est à 850 €, dans laquelle on a le drone, on a un contrôleur dédié, donc c'est pas... c'est pas que pilotable avec un smartphone, ce qui est assez limité généralement sur ces drones. Il y a une batterie, il y a un chargeur, il y a des paires d'hélices, il y a même une petite boîte de transport, donc il y a vraiment tout qui est fourni avec. Et vous avez un pack aussi à 1050 où là il y a plus de batterie, et vous avez même un pack à 1500 avec les DJI Goggles. Donc alors, voilà. Vu son format, vous n'avez pas besoin de permis pour le piloter dans certaines conditions. Hein, et je rappelle que vous devez être en terrain privé, pas plus haut que 10 mètres, etc. C'est la théorie, mais c'est le règlement. Si vous voulez aller plus loin, il faut passer une petite licence, en tout cas en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe en France, pour pouvoir le piloter dans d'autres conditions. Tu vas la passer, la licence, toi ? Alors, je ne sais pas si ça s'applique à ce drone-là, parce qu'il me semble que la licence, c'est à partir d'un certain poids. Oui. Et là, comme il est tout petit et vraiment léger, je me demande s'il passe pas en dessous de la licence, mais de toute façon, il y a des limitations effectivement sur les espaces aériens. Il faut savoir que le drone lui-même, techniquement, il peut monter jusqu'à 5 km d'altitude. Ouais, mais là, si vous faites ça, vous êtes dans les couloirs aériens, c'est foutu. Donc, c'est pas conseillé. C'est vraiment conseillé. Renseignez-vous bien quand vous faites ce type d'achat, savoir s'il n'y a pas une législation particulière qui vous limiterait dans votre amusement, ou alors essayez de le faire dans un encadrement un peu professionnel avec des gens qui eux savent, et comme on le faisait dans le temps avec le modélisme, finalement on en revient un petit peu à ça. Ça paraît comme ça un peu contraignant, mais finalement c'est peut-être pas plus mal, parce que de se faire bien encadrer par des gens qui ont l'habitude, c'est surtout sur ce genre d'objet qui coûte quand même un peu d'argent, hein, il faut le reconnaître, même si c'est un peu magique pour ce que ça représente comme technologie, mais voilà, c'est peut-être pas plus mal de se faire un petit peu aider, surtout si c'est votre premier drone. C'est en tout cas mon conseil. On peut passer à la suite si vous voulez bien, et là ça va être rigolo comme tout, parce que comme d'habitude je vais faire le coup, je peux pas m'en empêcher. Ok Google, monte le son.
Voilà, comme ça tout le monde nous écoute bien à fond. En tout cas, tous ceux qui ont un assistant qui répond à OK Google ou à une autre phrase. Et je pense que là, ils vont être contents quand ils vont pouvoir changer la phrase parce que je ne pourrai plus faire la blague, évidemment, Bruno, puisque c'est bientôt le cas. Hein. On va pouvoir changer cette fameuse phrase OK Google. Oui, en fait, on a analysé le code source de la prochaine version de Google Assistant, qui est donc la base de tous ces périphériques qui tournent avec dit Google augmente le son, par exemple, ou alors d'autres choses comme ça. Mais il y avait déjà Alexa, et là je peux le faire aussi, c'est Alexa monte le son, comme ça on est sûr d'avoir tout le monde. Dis Siri, monte le son. Mais parce qu'Alexa permettait d'utiliser 2-3 autres mots-clés pour démarrer le contrôle. Donc on pourrait par exemple utiliser le mot ordinateur, donc ordinateur monte le son, ça marche aussi. Et ça c'est pour les fans de Star Trek parce que c'est computer, dis-moi quelque chose. Hein. Voilà, c'est ordinateur. Et là Google va proposer la même chose. On ne sait pas encore exactement si ça sera juste une liste de phrases ou si on pourra carrément la choisir. Ça pourrait être assez intéressant. J'ai vu quand même des fonctionnalités se rapprochant de ça dans Bixby, l'autre assistant du concurrent Samsung, qui fait quand même des évolutions à ça et qui eux permettent maintenant effectivement d'utiliser n'importe quel mot qu'on va lui dicter pour pas mal de fonctions. Donc ils commencent à rattraper aussi leur retard, mais effectivement moi j'en ai 3 ou 4 des assistants différents. Il faut dire qu'à longueur de journée de dire OK Google, dis Google, OK Google, Google. Oui, c'est ça finit par taper sur le cerveau. Quoi. T'imagines de rappeler ton chat Google. Descends de l'armoire Google. OK Google. Donc on n'a pas fini avec ces assistants personnels, mais c'est vrai que ce serait bien de pouvoir la personnaliser, donner un petit nom à son assistant, tu vois, que tout le monde n'ait pas le même nom, ce serait un peu plus personnel quoi, comme outil. On passe à la lettre P. P comme Monroe. C'est ça. Hein, on va dire ça comme ça. Petit warning, on va jouer à chat et à souris avec les mots parce que voilà, je vais m'amuser avec on va se faire taguer sur YouTube. Bah oui, mais comme d'habitude. Voilà, mais donc là, il faut en parler quand même parce que c'est une actualité non négligeable. Certains ont peut-être entendu parler d'un petit truc qui s'appelle deepfakes. Alors deepfake c'est quoi? À la base c'est un user non, il y a la photo à nouveau. Oui, ça je le savais. Donc deepfake c'est un user sur Reddit, ce forum très populaire notamment aux États-Unis, qui s'est amusé le premier à entraîner des algorithmes de machine learning pour remplacer le visage de certaines actrices pour adultes par des visages d'autres stars qui n'avaient rien demandé. Et donc pour satisfaire certains fantasmes, mais surtout pour retiens ce que tu as dit, pour la démonstration technologique. Oh là. Je le vois arriver le freeze maintenant. Ah ben voilà, tu l'anticipes, c'est très bien. Donc voilà, pour la démonstration technologique, à la base lui il avait fait ça tout seul dans son petit coin avec du TensorFlow, donc c'est les technologies de machine learning fournies par Google en open source. Et des petits malins ont trouvé ça intéressant, se sont amusés à rendre le processus un petit peu plus simple et même à développer une app qui s'appelle Fake App et qui a déjà été téléchargée à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et qui permet de faire ça. Alors je préviens tout de suite, ça demande des volumes de données assez conséquents, des images de bonne qualité, sinon ça donne des résultats tout à fait dommages, pas spécialement bien faits. Et décidément aujourd'hui c'est le festival de la frisette. Et voilà, ça fait là, tu n'arrives pas, je comprends pas. Et évidemment, comme c'est Internet et que l'Internet c'est fait pour ça, c'est bien connu, les gens se sont amusés d'abord avec des films pour adultes, mais il y a plein d'applications
pour certaines intéressantes, hein, pour le cinéma. On pense à ce qui a été fait dans Rogue One avec la princesse Leia qui nous a été ramenée jeune via du CG. Là, on pourrait le faire de manière un petit peu plus réaliste. Je lisais un titre, à mon avis, c'est lié à ce dont tu parles, parce que j'ai pas lu l'article, où une intelligence artificielle remplaçait dans tous les films le héros par Nicolas Cage. Ouais, alors là, ça, c'est pas forcément souhaité. Là, je me demande si c'est pas pire que les films pour adultes, en fait. Non, mais je trouvais l'idée rigolote. N'importe quel film que tu regardes, l'acteur principal, c'est toujours le même. Peut-être pas celui-là, mais voilà. Ça peut être rigolo. Mais là, surtout, ça fait très peur, notamment. Il y avait déjà eu des démonstrations il y a quelques mois de ça, d'une application qui permettait de changer, en gros, de faire dire à un personnage public à peu près n'importe quoi. Ouais. Et là, ça inquiétait déjà pour l'aspect fake news. Là, imaginez, vous pouvez carrément lui faire n'importe quoi. Vous avez un acteur qui fait n'importe quoi et vous remplacez son visage par celui de l'équivalent que vous voulez introduire et ça fait illusion. Alors, pour l'instant, c'est des clips assez courts, ça prend quand même pas mal de temps d'entraînement, mais la technologie évolue très vite et c'est assez inquiétant quand même quand on voit les résultats qu'on arrive à obtenir. Donc, je pense que du coup, tout ce qui sera audiovisuel définitivement sera banni des salles d'arbitrage, devant la justice et des choses du genre, parce qu'on ne pourra plus en tenir compte du tout. Déjà, les enregistrements, je pense que c'est juste purement indicatif, mais on n'en tient pas compte parce qu'on sait qu'on peut les trafiquer depuis longtemps, les enregistrements. Aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'on peut donner la voix de quelqu'un, comme un imitateur le ferait, quelque part, mais de manière numérique, sur une vidéo. Donc, on peut avoir quelqu'un de connu qui dit des horreurs qu'il n'a jamais dit, et maintenant, on sait qu'en plus, il peut les faire. Alors qu'il ne les a jamais fait. C'est ça le pire. En sachant qu'en l'état actuel de la technologie, je pense que ça va être le cas pendant encore quelques temps quand même, c'est qu'on voit des artefacts. N'importe quel expert un peu entraîné zoome un peu dans l'image. Et puis les outils peuvent analyser l'image aussi pour voir s'il n'y a pas eu un traitement numérique derrière. Donc, mais ça demandera des outils que tout le monde n'aura pas nécessairement à sa disposition tout de suite. Et donc via les réseaux sociaux, ça peut faire boule de neige très rapidement. Et une vidéo un peu fake de ce genre-là peut faire pas mal de dégâts, on le sait bien. Déjà rien que des mots font déjà du dégât. Alors t'imagines une image qui bouge, ça risque d'être assez problématique. Moi, je veux dire, franchement, ce genre de truc m'inquiète un petit peu. Sur le long terme, voilà. On passe à la suite. S comme smartphone, pas un smartphone en particulier, quelques chiffres, Bruno, puisqu'il y a, on sait maintenant combien, par exemple, de smartphones se sont vendus en 2017. Oui, c'est les S comme statistique aussi. Donc, effectivement, il y a eu 1,46 milliard de smartphones vendus en 2017. C'est beaucoup. Ce qui fait une augmentation de 3% en volume, mais ce qui représente une augmentation de 9% en valeur. Donc, ce qui est un peu est expliqué par le fait que, surtout au dernier trimestre, les gens ont beaucoup acheté des téléphones un peu plus chers, comme les Galaxy Note ou les iPhone 10. Donc, ça fait augmenter la valeur. Il donne aussi un autre chiffre intéressant, c'est le prix moyen d'un smartphone acheté est de $363. Et il a donc augmenté par rapport à 2016, mais c'est quand même un prix moyen assez moyen, bas, on va dire. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de téléphones qui se vendent probablement en dessous de la part des $200, voire même en dessous des $100. Beaucoup dans les pays émergents, bien entendu. Mais en fait, c'est en Europe de l'Ouest surtout qu'on a vendu un peu moins de téléphones parce qu'il y a une régression. On a vendu moins 4% de téléphones, alors que en Asie, en Amérique latine et en Europe centrale et de l'Est, il y a une progression de 8, 9 et 9% respectivement. Donc voilà, on achète moins de téléphones, on achète peut-être des téléphones un peu plus chers qui vont durer un peu plus longtemps. Et ça, c'est peut-être pas plus mal effectivement. Notez que en Asie, on a quand même beaucoup de différences de classe. Donc, en Europe, on a peut-être plus une classe moyenne qui va acheter un téléphone à 300-400 €. En Asie, vous avez tous ceux qui vont acheter des téléphones très bas de gamme, et puis vous avez la classe supérieure, et dans tous les pays émergents d'ailleurs, qui vont acheter les flagships des grandes marques, voire même comme ça, modèles exclusifs, des trucs comme ça, un peu bling bling quoi, aussi le côté excessif quoi.
Tout à fait. Donc voilà, regardez un peu autour de vous. Les gens achètent moins de téléphones, restent un peu plus longtemps avec les téléphones, mais achètent pas peut-être un peu plus. Je pense que c'est un comportement qui tente à se généraliser aussi pour, enfin, c'était le cas pour les tablettes par exemple, où les gens préfèrent acheter de la qualité, ça va durer plus longtemps et voilà, c'est un meilleur investissement. Je sais pas si c'est un bon calcul, sans doute. Enfin, je suppose. Je m'exprimerai pas plus là-dessus, mais voilà. On avait dit qu'on reparlerait d'Elon Musk dans ce podcast. Bah, c'est le cas cette fois-ci à la lettre S, une fois de plus S comme SpaceX. Sébastien, est-ce qu'on va parler de SpaceX qui a fait atterrir, ou plutôt amérir, un lanceur, mais sans le vouloir en fait. Pour le coup, là, il n'est pas question de le récupérer, on le voulait plus. Et pourtant, bah, il a fait ça comme un grand, il est revenu et il n'a pas voulu. C'était assez incroyable quand j'ai vu ça ce matin. J'en ai pas que mes yeux, parce que donc étant un peu passionné d'espace, je regarde religieusement tous les lancements en direct, puisque SpaceX diffuse tout en live sur YouTube. Et donc la nuit dernière, il y a eu le lancement de GovSat 1, qui était à la base une mission pour lancer un satellite luxembourgeois. Oui. Voilà. C'est le Bruno P1. C'est ça. Et donc, le fruit d'une joint venture entre le gouvernement luxembourgeois et la société SIS, qui est déjà un client habitué de SpaceX. Et donc, ils ont lancé ce satellite, mais le but, c'était que ce soit un satellite en orbite géostationnaire, c'est-à-dire à très grande distance de la Terre. On parle de 36 000 km à peu près. Et typiquement, ce genre de lancement-là, ça demande tellement de carburant que il n'est pas question de récupérer le premier étage comme SpaceX le fait de temps en temps. Et donc là, ils n'avaient même pas prévu de récupérer le premier étage. D'autant qu'il avait déjà servi plusieurs fois celui-là. Hein. C'était voilà, déjà recyclé. Donc, ouais. C'était déjà un recyclé, on peut le voir quand il est sur le pas de tir, on voit qu'il y a des traces de brûlé encore dessus. Donc, on les repeint pas. Donc, non, il le faisait au début et puis ils se sont rendus compte que ça servait à rien. Oui, donc ça. Arrêté de le faire. Et donc là, on voit, il était déjà réutilisé, mais pendant le lancement, ce qui était très étonnant, c'est que donc on suit, voilà, le deuxième étage est parti, puis après en général le premier étage on l'oublie, hein, il va se cracher dans l'atmosphère et on n'en parle plus. Et puis là, en arrière-plan, on entendait les calls habituels du genre ce qu'on appelle le boost back burn, donc c'est la fusée qui se retourne, et puis le re-entry burn pour freiner, et puis le landing burn qui est normalement quand il va atterrir sur la barge ou au sol. Et tous ces appels-là étaient faits comme si l'étage allait atterrir, quoi. Oui, ceci étant dit, d'après ce que j'ai lu, parce que c'est vrai que tout ce que tu dis est tout à fait vrai, hein, je ne dément pas, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'ils avaient quand même prévu de tester un petit bidule, de profiter de l'occasion pour dire tiens, on va quand même tester une manière de rentrer, de retour dans l'atmosphère, etc. Même si la barge elle n'est pas là, etc. Au moins on aura testé ça, ce sera pas un coup dans l'eau entre guillemets, quoi. Enfin, en l'occurrence c'était un coup dans l'eau. Exactement, mais c'est ça qui était le plus étonnant, c'est que pendant le live ils ont absolument pas prévenu de ça, mais effectivement leur objectif c'était de tester en fait une nouvelle procédure d'atterrissage, parce que d'habitude l'atterrissage ils le font sur un seul moteur, donc le landing bird se fait sur un seul des 9 moteurs du premier étage, et là ils l'ont fait sur 3 moteurs, donc ils ont beaucoup plus de puissance, tout en n'ayant pas spécialement plus de carburant. Et pour le coup, ça a tellement bien fonctionné que le premier étage s'est gentiment posé sur l'eau et s'est mis à l'horizontale et il flotte et il est prêt à être remorqué. Donc là maintenant l'objectif, ils vont essayer de le remorquer sur Terre pour voir ce qu'il a pris comme dégâts. Et Elon l'a tweeté d'ailleurs, hein, la photo. Voilà, et Elon a tweeté l'image et c'est juste hallucinant, quoi. Même quand ils veulent rater, ils réussissent. C'est génial. Enfin, on se dit ça équilibre les échecs aussi, hein, parce que des retours de lanceurs sur la barge qui loupent la barge lamentablement, etc. On en a vu quelques-uns quand même avant d'arriver à ce résultat. Mais là, ils ont plus besoin de barge. Là, c'est ce que je m'étais dit. Mais finalement, en fait, ils n'ont plus besoin de la barge. Ils peuvent se poser dans l'eau. Ils vont monter une petite hélice dessus, on est parti. Hein. Voilà. Mais ceci étant dit, les propulseurs auxiliaires des navettes spatiales, à l'époque des navettes spatiales,
spatiale, retombaient dans la mer, et il fallait les récupérer aussi parce qu'elles flottaient. C'était pas pour les récupérer, pour les reconditionner, pour les réutiliser, mais c'était juste pour pas aller polluer la mer. Et donc là, il y avait toute une procédure aussi. Il y avait une vidéo assez longue, d'ailleurs une 40aine de minutes, qui circule sur YouTube, où on montre la procédure, mais quasiment en temps réel, de aller gonfler un ballon à l'intérieur du réservoir, sortir, etc., avec des bateaux spécialement prévus pour amarrer ces propulseurs le long de la coque et les ramener à terre, où ils seront démontés pour en fabriquer d'autres. Et ici, c'est un petit peu le même principe, sauf que cette saloperie ne veut pas couler. C'est ça. Mais sachant que là, à mon avis, ils vont pas la réutiliser. Hein. Celle-là, elle est bonne pour la poubelle. Bah, peut-être dans un musée. Elle a pas... En plus, elle fait partie d'une génération du lanceur qui est pas prévue pour être réutilisée plus de 3 fois, je crois. Donc celle-là, elle ira plus rien. Pour aller dans le musée d'Elon Musk, en souvenir peut-être. Mais on n'en a pas tout à fait fini, parce qu'il y a un autre lancement très attendu par les fans de la marque et par les gens qui s'intéressent à tout ce qui est spatial, comme Sébastien et moi-même, votre serviteur, et Bruno aussi un peu, je pense. Hein. C'est Falcon Heavy qui est prévu au mois de février, c'est ça, hein, c'est ce gros lanceur, le plus gros de SpaceX. C'est ça. Donc pour le coup là, ce petit faux incident, c'est de plutôt de bonne augure pour le lancement de Falcon Heavy. Voilà. Donc je rappelle Falcon Heavy. Ouais. C'est un nouveau ramé. Voilà. Hein. SpaceX arrive à faire atterrir des lanceurs. Moi, j'arrive pas à avoir une vidéo stable. C'est quand même incroyable, quoi. C'est beau le monde moderne, je vous jure, la technologie. Donc, le Falcon Heavy, on rappelle, c'est la fusée. Ce sera la fusée la plus puissante en opération quand elle fonctionnera. Ouais. C'est en gros un lanceur avec 3 premiers étages, donc 3 Falcon 9 collés les uns à côté des autres. Plus un deuxième étage qui lui pour le coup est tout à fait classique, mais du coup ça fait 27 moteurs, donc un bon gros lanceur à papa. Ouais. La particularité, c'est que donc ça va être un vol de test qui n'a pas encore été tenté jusqu'ici. Il y a eu un premier essai statique, c'est-à-dire qu'on met la fusée sur le pas de tir, mais on la bloque, on l'empêche de décoller et on démarre les moteurs pour voir si tout fonctionne ensemble. Ça a été le 25 janvier. Ça a été fait le 25 janvier et... ça a été retardé. Oui. J'enchaîne direct. Oui. Donc, ça a été lancé, ça a été fait le 25 janvier et ça a été retardé par rapport à la date normale à cause du shutdown américain qui affecte aussi l'armée. Donc, ils ont dû un petit peu retarder leur plan de vol. Mais du coup, ça a très bien fonctionné. Et donc, maintenant, le lancement effectif de Falcon Heavy est prévu. On va voir s'il y aura des changements, mais c'est prévu pour le 6 février. Dans l'après-midi pour eux, donc en Californie, ce sera entre 1h30 entre 13h30 et 16h30. Donc chez nous, ce sera en pleine soirée, mais donc eux, ce sera en plein jour. Donc le lancement sera tout à fait visible. Ça se passera à Cap Kennedy et l'objectif, c'est donc la charge utile, ce sera la Tesla Roadster d'Elon Musk. Oui, c'est ça, c'est le truc débile. Quelque part, c'est pas raisonnable du tout. Il faut être clair. C'est pas bien. Mais d'habitude, c'est magnifique quand même. D'habitude, pour des missions de test comme ça, on met des blocs de béton. Ah oui. Oh bah, autant s'amuser un peu. Autant en profiter pour faire un petit plan de com, puisque la Tesla Roadster en plus aura l'autoradio à fond avec Space Oddity de David Bowie. Ce qui dans l'espace ne sert à rien. Ce qui dans l'espace ne sert à rien du tout, si ce n'est qu'on aura un micro encore et encore. C'est quand elle va retomber que ça va être trop. Et alors justement, elle est prévue pour ne pas retomber. Ah, ben voilà. Donc l'objectif ici, c'est de la propulser, de la mettre sur une orbite de transfert vers Mars. Alors je précise qu'elle va pas tourner autour de Mars parce que ça c'est interdit. Il y a des traités internationaux qui empêchent d'aller cracher n'importe quoi sur n'importe quelle planète. Mais donc là, en fait, le but c'est de montrer qu'ils arrivent à aller aussi loin que Mars, sachant que la payload, donc la charge utile, ne sera pas propulsée. Donc le deuxième étage en fait va se déconnecter avant et elle va juste partir sur sa lancée vers l'orbite de Mars. Et pour ne jamais normalement se cracher dessus ou quoi, elle va tourner autour du Soleil pendant des centaines d'années sur une orbite parallèle à celle de Mars, en gros, pour simplifier. Pourvu qu'il n'y ait pas de vie extraterrestre qui tombe là-dessus. Sinon, ils vont quand même tomber sur Space Oddity de David Bowie. Excusez-moi, on se fout pas de votre gueule, quoi. On vous envoie pas les musclés, quoi. Hein.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est quand même... Enfin, je trouve ça assez, assez incroyable. Tu mettrais ça... Pour moi, c'est le mec, c'est Iron Man, c'est tous les films, c'est des personnages de science-fiction, ce type. C'est ça qui est extraordinaire, et il le fait, quoi. C'est complètement fou. Je sais pas s'il y avait quelque chose à rajouter sur ce sujet-là. Ouais. Quand même déjà... Donc, juste pour éviter, pour passer à côté de la petite blague, ce qui va être quand même impressionnant à regarder, si ça marche, parce qu'il a déjà prévenu qu'il y avait de bonnes chances que ça échoue. Il y a les deux boosters latéraux vont se reposer sur Terre quasiment en même temps, et le booster principal va se poser en mer sur une barge. D'accord. Donc si tout fonctionne, on va récupérer 3 étages d'un coup et on va envoyer une voiture autour de Mars. C'est sympa, hein? J'ai l'impression de commenter une BD. Voilà, les images risquent d'être assez incroyables pour le coup si ça marche. Donc ne loupez pas ça, loupez pas ça. Ce sera diffusé en live sur YouTube le 6 février dans la soirée. Donc c'est mercredi, hein, le 6, je ne dis pas de bêtises. Enfin, ça dépend quand vous nous écoutez, mais le 6 février restera un mercredi, quoique même si vous nous écoutez jeudi. Enfin, vous avez compris. Important de le préciser. Oui, sauf que c'est un mardi, mais c'est pas grave. Ah, c'est donc mercredi, vous aurez dans le voilà. Vous pourrez toujours le regarder, hein, parce que ça sera toujours sur YouTube. Attends, parce qu'on est jeudi 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah oui, c'est un mardi, effectivement. Donc mercredi, ce sera raté. Mais à mon avis, ça va circuler après sur les réseaux sociaux, cette histoire-là. Allez, on termine tout doucement ce 154e épisode des Techno avec la lettre W. Et c'est notre séquence Oui mais non. Oui mais non, maintenant. C'était pas oui mais... Enfin oui, bon. Oui mais non, pourquoi pas. Bruno, on va parler de ce procès gagné par un chat. Et oui, vous vous souvenez peut-être du chat, c'est Grumpy Cat. Ouais. C'est le chat qui tire tout le temps la gueule. Ouais. En fait, c'est déjà une histoire qui date de 2012. Hein, le chat, c'est là qu'il a débuté. Mais ce chat a rapporté des millions de dollars à sa propriétaire. Ouais. Et là, encore un procès qui a été gagné parce qu'il y a une société de boissons, de café, Gunnar Beverage, qui a acheté le droit à l'image de ce chat-là pour faire de la publicité, sauf qu'il a utilisé encore un peu plus que ce qui avait été dans le contrat. Et ils ont fait des cappuccinos à l'effigie de Grumpy Cat, des Grumpycino. D'accord. Et oui, c'est simple que ça. Ils n'avaient pas payé pour ça, évidemment. Et ils n'avaient pas payé pour ça. Et donc, ils ont été traînés en justice et la propriétaire a gagné, encore une fois. Elle a gagné $710 000 pour usage de l'image de marque à des fins non prévues. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Si vous avez un chat qui tire la gueule ou qui sourit, mettez-le sur Internet. On ne sait jamais. C'est pas une race de chat qui a cette tête-là. Je pense que c'est une malformation ou quelque chose comme ça. Il est pas normal, quoi. En gros, c'est le pauvre chaton. Et il ne sourira jamais. Il tirera toujours cette bête. Il vit encore. Hein, oui, il vit toujours. Alors, j'espère bien. Mais c'est vrai que donc, du coup, on peut trouver d'autres chats. Mais bon, voilà. Je donne pas de conseils. Hein. Si vous aimez les animaux, vous avez envie d'un chat, vous aurez un chat. Mais si c'est juste pour faire youtubeur à la mode, il y a peut-être moyen de le faire avec autre chose qu'un chat. Je dis ça en passant. Quoique Bruno, il a des idées depuis qu'il a mis le chat dans la pièce d'à côté là tantôt. J'ai dû enfermer mon chat parce qu'il jouait avec mon fond. Il jouait avec les briques du fond de. C'est pas des briques, regardez. Ouais, c'est ça. C'est un fond. Ouais, et le chat l'avait bien compris. Hein, ça, je peux vous le dire. Et oui. Voilà, pour conclure donc ce 154e épisode des Techno, n'hésitez pas à le commenter comme vous le faites d'habitude, à poser des questions si vous en avez, on essaiera d'y répondre, la communauté aussi d'ailleurs essaiera d'y répondre pour votre plus grand plaisir et le nôtre également. On se retrouvera très prochainement avec un hors-série qui n'est pas encore enregistré la semaine prochaine et puis également le 155e épisode. Bruno sera de nouveau de la partie si je ne dis pas de bêtises et Sébastien va aller soigner parce qu'il a fait un énorme effort, Sébastien, je tiens à le dire. Non seulement il frise, mais en plus de ça, il tousse. Donc, et ça ne s'est pas entendu une seule fois. Il n'a plus de voix, ce pauvre garçon. Donc, il va aller, il va aller prendre un grog et se reposer pour la prochaine fois. Il a le temps. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Bye bye.